On a montré une petite cour de récré tout à l'heure, dans laquelle il y avait des joueurs qui jouaient ensemble. Cette cour de récré, ça peut être la science. Et les règles du jeu, elles s'expriment sous forme d'attendu. Et là, je parle bien... Vous avez tout à l'heure posé une question intéressante, monsieur, parce que c'est bien la science en tant que démarche intellectuelle dont je vais parler là, et pas la science en tant que collectif professionnel, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions. Je ne vais pas parler de de l'aspect social qui anime, les déterminants sociaux qui animent la profession des scientifiques, la fameuse communauté scientifique. Ça, c'est la science au sens de communauté professionnelle. Je ne vais pas parler de la science au sens de application. Ça, c'est le sens le plus populaire du mot science, hein, l'ensemble des applications disponibles. Pour ma grand-mère, la science, c'était la machine à laver, hein. Et puis, vous voyez, c'était incarné dans des objets concrets. C'était le progrès, quoi. Les outils à haute valeur ajoutée technoscientifique qui simplifient la vie. Ou qui nous la compliquent, d'ailleurs, aussi, hein, des fois. Mais la science, c'était la fusée qui décolle, voilà. Je ne parlerai pas non plus de la science en tant qu'ensemble de résultats disponibles à un moment donné, c'est-à-dire le corpus des connaissances disponibles. Donc, je ne parle pas ni corpus, ni technosciences, ni communauté professionnelle. Je parle là maintenant de la science au sens de démarche intellectuelle. Ces 4 sens du mot science, hein, ils traînent dans les têtes. Hein. Si vous discutez de science avec votre famille ou avec des amis, vous verrez, parfois on ne se comprend pas dans le débat parce qu'il y en a un qui entend science au sens des applications, et l'autre qui entend science au sens de démarche intellectuelle, et le troisième peut entendre science en tant que résultat. Et donc, il y a souvent des distorsions. C'est bien d'arriver à caler ces 4 sens du mot science et de savoir duquel on parle vraiment. Alors, des attendus cognitifs de la démarche scientifique, on peut les aborder, des attendus mais alors, qui font socle commun. Hein. C'est-à-dire, en gros, nous avons des disciplines, ce sont les carrés jaunes. Ce n'est pas des disciplines scientifiques dont je vais vous parler. C'est vraiment du socle commun d'une démarche scientifique universelle. C'est très présomptueux, je sais. Il y a beaucoup de collègues qui vont dire, surtout par exemple des sociologues qui vont dire on ne va pas laisser la science être définie par un biologiste. Et un biologiste va dire on ne va surtout pas laisser la science être définie par un physicien. Nous sommes tous arc-boutés dans des périmètres disciplinaires qui sont légitimes d'ailleurs. Hein. Les disciplines scientifiques ont des modes d'administration de la preuve qui leur sont propres. On sait très bien qu'on ne prouve pas en histoire de la même façon qu'on prouve en chimie. Ce n'est pas les mêmes modes d'administration de la preuve. Il y a des mots savants pour désigner tout ça. Il y a même des théories spécifiques. La théorie de la biologie n'est pas la théorie directement de la physique. Et les théories sociologiques ne sont pas nécessairement des théories biologiques non plus. Même si les objets sociologiques ont des déterminants biologiques, les théories qui les expliquent ne sont pas directement fongibles dans la théorie de la biologie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la biologie n'est pas non plus la physique. Enfin, voilà. Donc, nous avons des disciplines, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est le socle commun. Quel est le périmètre minimal de scientificité? 6 propriétés dont je peux vous dire que si l'une d'entre elles n'est pas respectée, on n'est plus dans une démarche scientifique, en fait. C'est donc le minimum syndical, pour dire les choses. La première de ces 6 propriétés, ou de ces 6 attendus cognitifs, pourrait consister à se demander si, quand j'arrive au laboratoire, est-ce que j'ai déjà la conviction du résultat à sortir. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une question idiote, et je le fais exprès, je pose exprès une question absurde. Mais sachez que ce n'est pas si absurde que ça. Il y a des dérapages verbaux. Je vais commencer par le plus anodin et le plus innocent. Il y a des dérapages verbaux chez nos soutenances de master, par exemple, de master 2. Mon stage, l'étudiant commence par dire « Mon stage a consisté à démontrer que ceci, cela ». Et alors évidemment, nous, on est des pinailleurs, on essaie d'être rigoureux sur le plan sémantique, et on essaie de dire à l'étudiant « Non, ton stage n'a pas consisté à démontrer un truc, ton stage a consisté à tester l'hypothèse selon laquelle ». Si tu es arrivé au laboratoire en voulant démontrer un truc, c'est que tu avais déjà la conviction de ce qui est à sortir, et ça, c'est plus de la science déjà. Les scientifiques sont animés de ce qu'on appelle un doute raisonnable, où ils sont animés d'un scepticisme initial sur les faits. Si on consent à un effort expérimental, c'est que nous sommes ouverts à la réponse qui va sortir à la question.
Alors, en contrepoint, pour prendre un exemple moins innocent et extrême, vous avez la science créationniste. Alors, science entre guillemets, hein, parce que justement, elle ne respecte pas cet attendu, et qui consiste à démontrer, ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux, hein, le créationnisme ancien, c'est-à-dire année 1970 de Duane Gish et Henry Morris. La creationist science de Gish et Morris propose de démontrer scientifiquement le contenu littéral de la Genèse biblique. C'est-à-dire que ce qui est questionné, il n'y a pas de question en fait, pour tout dire. Ce qui est tenu pour vrai est déjà inscrit avant qu'on ait commencé quoi que ce soit, dans le texte sacré en fait. Donc il n'y a pas d'ouverture à des réponses autres possibles. C'est bien illustré par ce petit dessin dont je n'ai pas le nom de l'auteur, mais que j'ai pris sur la toile. On a la science à gauche. Voici les faits, dit le monsieur à sa collègue. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? Et le petit dessin à droite, la science créationniste. Le monsieur amène à son collègue la Genèse biblique et il lui dit « Voici les conclusions. Quels faits pouvons-nous utiliser pour la soutenir ?» Si vous arrivez au laboratoire avec votre conviction déjà faite, c'est déjà plus de la science en fait. Alors bien sûr, la sociologie va nous dire, et même l'épistémologie va nous dire, celles des réponses à votre question auxquelles vous vous attendez vont contribuer à forger le dispositif expérimental, bien sûr. Et heureusement que j'ai une petite idée de ce qui peut sortir de la manip, alors que je ne l'ai pas encore faite. Mais j'admets même l'idée que celles des réponses que je pressens qu'elles vont sortir vont participer à la construction du processus expérimental. Mais ceci ne m'empêche pas de me laisser surprendre, de trouver un résultat auquel je ne m'attendais pas du tout. Et c'est ça qui est important, en fait. Et ça m'est arrivé dans ma carrière, je vous assure, de trouver des résultats auxquels je ne m'attendais pas. Si je vous disais lesquels, vous vous en fouteriez, mais comme de votre première chemise. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la morue soit groupe frère du Saint-Pierre et pas de la Baudroie. Je ne m'attendais pas à ce que la Baudroie soit groupe frère du Poisson-Coffre, je vous assure. Moi, je croyais que la Baudroie était... Je m'attendais plutôt à ce qu'elle soit apparentée à la morue. Ça ne vous change pas la face du monde, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé des choses qui étaient surprenantes. Et évidemment, nous sommes ouverts aux résultats qui vont sortir. Et c'est ce qui nous fait dire qu'on respecte un attendu. C'est le scepticisme initial sur les faits. Le non-respect de cet attendu-là discrédite immédiatement un des premiers créationnismes américains qui se prétend scientifique. Je le répète, hein, s'il ne se prétendait pas scientifique, je n'aurais rien à en dire. Ce n'est pas mon propos que de vouloir commenter des postures théologiques, mais le problème, c'est que ces gens-là se présentent eux-mêmes comme scientifiques. Donc là, on est bien obligé de réagir. Hein. Voilà la programmatique de la découverte du créationnisme à la Morris et Gish. Il faut démontrer la création soudaine de l'univers, de l'énergie et de la vie ex nihilo. Il faut démontrer l'insuffisance des mutations et de la sélection naturelle pour expliquer le développement de la vie. Alors, il faut surtout des modifications limitées entre les types originels de plantes et d'animaux et surtout généalogies séparées entre les humains et les singes. Enfin, je ne vous fais pas toute la liste, mais vous avez compris que ce qu'il faut faire est déjà écrit dans les tablettes. Deuxième question... idiote. Est-ce que la Lune existe toujours quand je ne la regarde pas ? D'après vous ? Et ça peut vous sembler bizarre. Pourquoi on discute de ça ? Mais nous avons une intelligentsia francophone qui considère que l'existence matérielle des choses est subordonnée à la conceptualisation que vous en avez. Waouh ! C'est surtout pas l'attitude scientifique. Alors, attendez, je vous montre un exemple d'abord, parce que je viens de vous dire un truc qui est dur à avaler, là, quand même. Ça, c'est un texte de Bruno Latour dans le journal La Recherche, au moment où Bruno Latour commente le diagnostic qui a été fait par les médecins de l'hôpital du Val-de-Grâce sur l'autopsie de la momie du pharaon Ramsès II. Le gouvernement égyptien prête la momie aux hôpitaux français de manière à produire sur cette momie un traitement antifongique. Et puis les médecins en profitent pour faire une autopsie de la momie, notamment ils font des radiographies, et que trouvent les médecins ? Ils trouvent des lésions osseuses typiques de stade avancé de la tuberculose. Et ils trouvent aussi des traces du bacille de corps dans la cage thoracique de la momie. Et Bruno Latour, donc, alors les médecins concluent que Ramsès II est probablement décédé de la tuberculose. Bruno Latour nous écrit ici
Où se trouvaient donc les objets avant que les savants ne les découvrent? Si l'on diagnostique au Val-de-Grâce que Ramsès est mort de la tuberculose, comment a-t-il pu décéder d'un bacille découvert par Robert Koch en 1882? Ah, je vous entends rire, ça me rassure. Mais attendez, on pourrait prendre ce texte juste pour provoquant. Et en effet, il était, oui, il était parce qu'il est décédé, mais c'était quelqu'un de provoquant, en effet. Mais je pense qu'il ne peut pas se retrancher dans ce texte derrière une volonté de provocation. Et à la fin, vous allez voir, il s'embourbe vraiment dans l'erreur du relativisme. Ça, c'est une pensée qu'on appelle le relativisme cognitif. Alors, ce n'est pas vos élèves qui vont mobiliser ça, hein, mais par contre, nous, les scientifiques, on est confrontés régulièrement à cette école de pensée. Comment, de son vivant, pouvait-il boire une bière fermentée par une levure que Pasteur, grand adversaire de Koch, ne mit en évidence que vers le milieu du XIXe siècle? Avant Koch, le bacille n'a pas de réelle existence. Avant Pasteur, la bière ne fermente pas encore grâce à Saccharomyces cerevisiae. Qu'est-ce que ça veut dire, pas encore de réelle existence? Chez les scientifiques, l'existence matérielle des choses n'est pas subordonnée à la conceptualisation que vous en avez. Linné avait fait les pachydermes. Dans les pachydermes, il y a les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros. Vous avez donc des objets qui sont le contenu, et le contenant conceptuel, c'est les pachydermes. En zoologie moderne, les pachydermes n'existent plus. Je vous garantis que le concept n'est plus valide. En zoologie, on ne parle plus de pachydermes. Les éléphants sont apparentés aux siréniens, les rhinocéros aux chevaux, et les hippopotames aux cétacés. Les pachydermes ont explosé. Le concept de pachyderme a disparu, mais le contenu du concept existe toujours pour un scientifique. Et ça, c'est une posture qu'on appelle le réalisme de principe. L'existence matérielle des choses ne dépend pas des concepts que vous utilisez pour les appréhender. Heureusement, et heureusement qu'on postule là-dessus. Alors, c'est jamais explicite, ce truc-là, mais pour que ce soit explicite, demandons-nous seulement quelle est la meilleure récompense pour un scientifique. La récompense pour un scientifique, c'est quand un collègue à qui il n'a jamais parlé reproduit ses résultats. C'est ce qu'on appelle la corroboration. Ce n'est pas les médailles la meilleure récompense. C'est quand quelqu'un à qui on n'a jamais envoyé un mail publie un article qui dit la même chose que vous. Enfin, ou des éléments de la même chose. Bref, peu importe, on se dit, chouette, on ne s'est pas trompé. Le monde là-dehors, le monde réel là-dehors, s'est manifesté aux autres comme il s'est manifesté à moi. C'est bien qu'on fait un pari réaliste, c'est bien qu'on parie que les choses là-dehors ont une existence matérielle indépendante de moi et qu'elles vont se manifester à autrui comme elles se manifestent à moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un réalisme de principe qui s'oppose au relativisme cognitif de Latour, parce que lisez ce qu'il dit. Dans cette hypothèse, les chercheurs ne se contentent pas de découvrir, ils produisent, ils fabriquent, ils construisent. L'histoire inscrit sa marque sur les objets des sciences et pas sur les seules idées de ceux qui les découvrent. L'histoire inscrit sa marque sur les objets des sciences. On a demandé à Bruno Latour, dans le journal, on a fait un contre-papier, on leur a dit, mais est-ce que vous pensez qu'à l'époque où les gens pensaient que la Terre était plate, elle était vraiment plate? Et que depuis qu'on sait qu'elle est sphérique, elle est devenue sphérique. Et là, il ne blague pas, là. Il se trompe. Affirmer sans autre forme de procès que Pharaon est mort de la tuberculose revient à commettre le péché cardinal de l'historien, celui de l'anachronisme. Alors, moi, je suis constructiviste en tant que systématicien. Je sais que ce sont les chercheurs qui construisent les concepts. Mais ce n'est pas parce que nous construisons les concepts que nous devons subordonner l'existence matérielle des objets à ces concepts. Je sais que je peux changer de concept. Pachyderme, ça n'existe plus, mais je vis tranquille avec l'idée que les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames sont toujours là. Donc on peut être constructiviste sans être relativiste. C'est ce que je suis en train de dire. Donc quand Bruno Latour dit que affirmer que Pharaon est mort de la tuberculose revient à commettre le péché cardinal de l'historien, celui d'anachronisme, c'est une dernière erreur de sa part. Celui qui dit que Pharaon est mort de la tuberculose, c'est pas un Égyptien de l'époque. Vous vous rappelez les péplums, là, où il y avait de vrais anachronismes dans les péplums. On voyait des Égyptiens avec la lance, là, et puis ils avaient une montre Rolex. Ça, c'est d'anachronisme, en effet. Quand, dans le péplum, vous voyez traîner des montres Rolex. Mais là, c'est pas un Égyptien de l'époque qui dit que le patron il est mort de la tuberculose. C'est un médecin du XXe siècle. Et ce médecin du XXe siècle, il est quand même fondé à faire des phrases à valeur rétrospective.
Sinon, il n'y aurait aucun diagnostic médical à faire. Et puis, ce n'est pas le péché de l'historien, c'est le propre de l'historien que de faire des phrases à valeur rétrospective. S'il avait fallu assister à la bataille d'Austerlitz pour être capable d'en parler, il n'y aurait juste pas d'histoire. Il y a des profs d'histoire dans la salle? Non? Oui? Non? Oui? Voilà, bon. Merci de votre sourire, madame. Mais en effet, si on ne pouvait pas faire de phrases à valeur rétrospective, eh bien, on serait mal parti pour enseigner de l'histoire. Donc, cette pensée, elle est grave pour les sciences, et donc, évidemment, nous avons lutté contre. C'est ce qu'on appelle le relativisme cognitif. Les sciences pratiquent un réalisme de principe. Le monde qu'est là dehors existe indépendamment de moi et des concepts que j'en fabrique. Troisième propriété de base en science, est-ce qu'on fait intervenir des fantômes, des anges, des dieux ou des âmes, ou des esprits qui traversent les murs? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les fantômes, les dieux, les âmes, les anges et les esprits qui traversent les murs? Les esprits avec un grand E. Qu'est-ce qui est commun à tout ça? C'est un mot sophistiqué. Eh bien, ces entités, ce n'est pas les sciences qui l'ont voulu, mais ces entités sont déclarées généralement comme immatérielles. Bon, je vous donne un exemple, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape Jean-Paul II qui dit en octobre 1996, lorsqu'il s'adresse aux neuroscientifiques, aux neurosciences, Jean-Paul II dit « Vous pouvez toujours bosser en neurosciences, pas de souci, mais nous récusons cette partie des neurosciences qui réduirait l'âme à son substrat matériel, dit Jean-Paul II. Attention, l'âme reste une création immatérielle de Dieu. » Et les neurosciences de répondre « Ah bah, pas de souci, si vous nous dites que c'est immatériel, nous, on ne sait pas bosser avec. » Et justement, c'est ce que font les sciences. Leur condition méthodologique d'accès au monde réel, c'est cette partie du monde réel qui, lorsque j'appuie dessus, va réagir. Si ça réagit, c'est que c'est doté d'énergie. S'il y a de l'énergie, c'est que c'est matériel. Ça, c'est par définition. La matière, par définition, c'est ce qui change. Ça, c'est des catégories philosophiques qui remontent à l'Antiquité gréco-latine. Ce n'est pas nous qui allons remettre ça en cause. Il faut bien poser des noms sur les choses. La matière, c'est ce qui change, en fait. Et donc, nous sommes capables, nous, les scientifiques, d'expérimenter sur cette partie du monde qui, lorsqu'on appuie dessus, réagit. Et alors, prenez-le au sens large. Je ne parle pas que de... Évidemment, vous vous doutez bien, je ne parle pas seulement que de la matière au sens tangible du terme. On fait réagir aussi des propriétés émergentes de la matière. Un psychologue clinicien sait faire réagir un état mental. L'état mental est une émergence d'un substrat matériel qui est celui du système nerveux central. Un sociologue, lorsqu'il s'immerge dans une enquête sociologique, fait réagir des relations entre des entités qui sont une émergence, évidemment, d'un substrat. La condition matérielle va changer le résultat à haute échelle d'intégration. C'est vrai pour les relations sociologiques, c'est vrai aussi pour l'état mental. Sachant que l'éthanol est neurotoxique, si je bois ici tout de suite un litre de whisky, vous allez voir mon état mental changer sérieusement. Ça montre bien que mon état mental est une émergence d'un substratum neurologique qui est le système nerveux central. Ça ne veut pas dire que vous expliqueriez des états mentaux seulement à partir de la théorie de la chimie ou de la physique. Les mouvements de molécules, à eux seuls, sont suffisants pour expliquer. Même s'ils sous-tendent l'état mental, ils ne peuvent pas à eux seuls l'expliquer. Il vous faut une théorie supplémentaire à l'échelle psychologique pour rendre compte de la complexité du phénomène mental lui-même. C'est pour ça que les disciplines ont des théories. Le matérialisme moderne est émergentiste. Et donc, ce matérialisme porte un adjectif, c'est méthodologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une posture philosophique. Il n'appartient pas aux scientifiques de dire tout est matière. Ça, c'est la philosophie qui le dit. C'est ce qu'on appelle un monisme matérialiste. Ou un philosophe pourrait dire tout est esprit. Ça serait ce qu'on appellerait un spiritualisme, un monisme spiritualiste, si vous voulez. Ou dans la tradition de nos pays, les philosophes diraient les deux. Il y a de la matière, il y a de l'esprit, et c'est ce qu'on appelle le dualisme. Mais les scientifiques ne sont pas là pour statuer là-dessus. Ils sont beaucoup plus humbles, en fait. Ils disent, il y a au moins un truc que je sais faire, là, dans le monde réel, c'est quand j'appuie dessus, ça réagit. Et c'est au moins qu'il y a de la matière. Après, s'il y a autre chose, je ne sais pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas une posture impérialiste comme beaucoup voudraient la présenter. Les créationnismes, encore eux, anglo-saxons, qui se présentent comme scientifiques,
veulent faire échec au matérialisme scientifique et à son héritage destructeur sur le plan moral, culturel et politique, il faut le remplacer par la vision théiste qui veut que la nature et les êtres humains ont été créés par Dieu. Ça, c'est le programme de la théocratique du Discovery Institute installé à Seattle, et qui est cet institut de juristes qui a sécrété le fameux Intelligent Design, qui est une forme moderne de créationnisme. Intelligent Design, tiens, petite enquête. Qui connaît Fernand Reynaud dans la salle? Ah, quand même, hein, il y a quelques mains qui se lèvent, je suis content. Je ne suis pas complètement ringard. Fernand Reynaud avait fait ce sketch du gamin qui est génial, hein, et qui demande à son papa, « Papa, pourquoi les vaches, elles ont des cornes et que les chevaux, ils n'en ont pas ?» Et le père, il répond au gamin, « Bon, je sais pas, moi, c'est étudié pour. » Et puis après, le gamin dit, « Papa, pourquoi dans les atomes, c'est les électrons qui tournent autour du noyau, et pourquoi c'est les protons et les neutrons qui sont dans le noyau ?» Le père, moi, je sais pas, mais d'où il sort ce gosse? Moi, j'en sais rien, c'est étudié pour. Papa, pourquoi les feuilles des arbres elles sont vertes? Ah, mais je sais pas, moi, c'est étudié pour. Voilà, bon, c'est étudié pour. Et traduisez Intelligent Design. C'est étudié pour. C'est-à-dire que les mecs, ils ont quand même réussi à faire le sketch de Fernand Reynaud. Ils ont fait du sketch de Fernand Reynaud un institut scientifique. Et les journaux, dans les années 2000-2005, nos journaux en France se prennent les pieds dans le tapis et vous présentent l'intelligent design comme une théorie qui se discute chez les scientifiques. Il y a l'évolution avec Darwin d'un côté, et puis il y a la conception intelligente de l'autre. Et la conception intelligente, ça porte un nom en philosophie, ça s'appelle le providentialisme. On est revenu au XVIIIe siècle, que dis-je, au XVIIe siècle, et avant, si vous voulez. Ce n'est pas une pensée scientifique, et vous pensez bien qu'ils le savent, c'est des juristes qui ont inventé le truc, hein. Ce n'est pas des scientifiques. Et donc, évidemment, on voit ici un méli-mélo. Ah bah tiens, il marche encore? Non? Ah oui. On voit ici un méli-mélo politico-philosophique. Le matérialisme aux États-Unis, il est assimilé soit à l'athéisme, soit au réductionnisme, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vous iriez expliquer un état mental complexe par le seul substrat physico-moléculaire du système nerveux central, vous voyez, ce qu'on appelle non pas un réductionnisme constitutif qui est légitime, mais un réductionnisme explicatif. Soit on le fait passer on sous-entend que se réclament du matérialisme des gens qui pensent plutôt à l'extrême gauche. En fait, quand vous êtes un communiste aux États-Unis, waouh, c'est super efficace pour être discrédité, hein. Il suffit que vous vous fassiez traiter de communiste et ça c'est fini. Vous pouvez toujours dire ce que vous voulez. C'est ce qui est arrivé à Stephen Jay Gould, hein, le paléontologue américain, qui s'est fait traiter par les créationnistes américains de communiste. Et Niels Eldredge aussi d'ailleurs, les biologistes qui ont essayé d'empêcher le créationnisme de pénétrer dans le système scolaire public américain se sont fait traiter de communistes. Donc vous voyez, il y a une manipulation ici. Le matérialisme des scientifiques, évidemment, il n'a rien à voir avec les valeurs morales. C'est simplement une posture épistémologique qui dit je ne peux que m'emparer de cette partie du monde réel qui change. Ouais, je vérifie l'heure, c'est bon, j'ai presque fini. Ouais. Est-ce qu'on fait des fautes de logique ou de calcul? Non, alors là, je n'ai pas besoin d'être long là-dessus. Ça passerait même pas la barrière du labo. Donc on respecte la rationalité humaine, on respecte la raison en fait, hein, je passe, il n'y a pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Est-ce qu'on fait des expériences incompréhensibles pour ses pairs? Et non, les scientifiques, ils s'émerveillent de comprendre, et surtout, s'ils veulent que les collègues, ils ne s'émerveillent pas de ce qui est absconce ou de ce qui est obscur, ils s'émerveillent de comprendre, et surtout s'ils veulent que les collègues reproduisent le résultat de leur expérience, il faut que la procédure expliquée dans l'article soit la plus claire possible pour qu'elle puisse être reproduite. Donc, comme on évalue la procédure, eh bien, il faut que cette procédure soit transparente, en fait. Malheureusement, la procédure transparente, je l'ai déjà dit tout à l'heure en opposition à l'idéologie, la science essaie de rendre ces procédures les plus transparentes possibles pour être mise à l'épreuve, alors que l'idéologie, elle, va justement cacher ces procédures parce qu'elle a fait une collecte partielle et partielle des données. Ça s'appelle transparence des procédures et c'est présent dans nos comptes rendus d'expérience, dans nos articles.
mais nous faisons face à des publics qui, pour une partie d'entre eux, y compris certains de vos élèves peut-être, on fait face à des publics qui se fascinent pour l'obscurité, pour l'absconce. Je vous assure que si je me pointe dans un journal qui s'appelle Science et Inexpliqué, et que je me pointe pour expliquer les trucs, je ne suis pas bien reçu. Hein. Parce que le fond de commerce du journal, c'est justement de dire qu'il y a des choses inexpliquées. Rappelez-vous, TF1, mystère. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme, hein, c'est la fascination pour l'obscur. Il y a 8 fois le nombre de mètres linéaires de bouquins d'ésotérisme dans les librairies qu'il n'y en a de science. J'ai fait le compte il y a 20 ans, j'ai refait le compte récemment, le chiffre n'a pas changé. Je ne dirai pas dans quelle enseigne je suis allé pour faire le calcul, mais je vous encourage à le faire. Emmenez votre mètre linéaire et vous mesurez le nombre de mètres de bouquins d'ésotérisme et vous allez voir que le marché de l'ésotérisme est extrêmement florissant. Et pour terminer, est-ce qu'on pioche les données qui nous arrangent ? J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas insister. Je vous ai déjà expliqué que non. On ne fait pas de cherry picking en sciences. Les reviewers vous reprendraient sévèrement. Il y a donc une prise en compte de toutes les données pertinentes relatives à la question posée qui est exigée en sciences. Donc si je résume les 6 attendus cognitifs de base, parce que c'est le moment de conclure, la règle du jeu qu'on a citée tout à l'heure, eh bien, la règle du jeu, c'est celle-là. On respecte, enfin, il y a un doute raisonnable sur les faits, le scepticisme initial sur les faits. Il y a le réalisme de principe. Le monde là-dehors existe indépendamment de nous. Ce monde qui existe, je peux le faire réagir. Lorsque j'agis dessus, il réagit. Et ça, c'est à tous les niveaux d'intégration, depuis les molécules, depuis les atomes jusqu'aux états mentaux et jusqu'aux sociétés. On ne fait pas de faute de logique, bien sûr, et on respecte le principe d'économie d'hypothèse. Ça, c'est assez banal. Et les procédures sont transparentes et toutes les données pertinentes au regard de la question posée sont prises en compte. Donc voilà pour un bref survol des 6 attendus cognitifs élémentaires d'une démarche qui se voudrait scientifique. Lorsque quelqu'un se présente comme scientifique, enfin quelqu'un, ou une officine, ou une page web, enfin, il y a des affirmations qui se présentent comme étant scientifiques, qui essaient de capter le vernis de la science, et il arrive qu'il n'en soit pas. Et ce prisme-là permet de déjouer, on va dire, les tours de passe-passe qui sont faits et de garantir quelque part le bien public. Voilà.